Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la société Michelin au sein de mon PEA. Si t'es nouveau dans cette chaîne, bienvenue à toi, je m'appelle Thiago, je suis jardinier et investisseur, ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. Et comme je te l'ai dit en intro, aujourd'hui je vais te présenter la société Michelin. Cette présentation concernant Michelin se décompose en 8 axes distincts qui couvrent de façon globale le business et les fondamentaux de la société Michelin. Avant de commencer cette analyse, je te précise juste que je ne suis pas responsable de vos investissements, que je ne suis pas un professionnel de la finance et que mes vidéos sont uniquement à but éducatif. Commençons par le premier axe, la présentation de la société. Est-ce que je peux expliquer le business simplement? Alors oui, Michelin est une société française créée en 1863 à Clermont-Ferrand. Elle opère autour de 3 grands métiers: fabrique et vend des pneus, les services de mobilité, de gestion de flotte et de navigation, ainsi que des logiciels de développement, surtout au sein de la compétition et tout ce qui touche au MotoGP, etc. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Et des équipements en polymère. L'entreprise vend-elle des services ou des produits récurrents? Alors les pneus sont des éléments indispensables dans de nombreux domaines, puisque c'est des pneus qui transmettent toute l'énergie délivrée par le moteur au sol lors des changements, et les changements sont récurrents selon les usages que tu fais du véhicule. Et le secteur est-il lisible et compréhensible? Alors moi j'ai mis moyen, malgré que Michelin et le secteur auto soient très cycliques. C'est un secteur qui est indispensable à l'économie, non disruptif, mais attention, il est en constante évolution et doit être surveillé. Et où est-ce qu'elle se situe dans la pyramide de Maslow et dans les besoins selon la classification de Peter Lynch? Alors, au niveau de la pyramide de Maslow, elle est au niveau bas. Selon mon opinion, Michelin se situe au niveau 2 de la pyramide de Maslow, les besoins de sécurité. Sans transport et locomotion, l'économie s'arrête et c'est un secteur indispensable pour nous tous. Si l'économie a besoin de transport depuis la nuit des temps, pour se développer, ce n'est pas un hasard selon moi. Et comme je l'ai dit au niveau de la catégorie de Peter Lynch, pour moi, c'est une valeur pilier avec un côté cyclique. C'est-à-dire que c'est une société qui a une croissance stable à long terme, mais par contre, il faut surveiller lors des phases de récession, etc. parce que c'est une société qui peut chuter lourdement. Et il faut faire très attention. Et il y a quelque chose à surveiller attentivement depuis plus d'une année. C'est surtout depuis 2-3 ans, selon ce que j'ai regardé, c'est que la croissance du chiffre d'affaires plafonne à 3% par an ces derniers temps, ce qui peut être assez dangereux. Et est-ce que la société est sensible aux cycles économiques? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cours de Michelin lors des 20 dernières années chute brutalement et assez violemment lors des crises et des récessions. Donc elle est assez susceptible et influencée par les cycles économiques. La deuxième axe qu'on va aborder, c'est le positionnement stratégique. Alors l'entreprise est-elle leader de son marché? Oui, Michelin est un des leaders mondiaux dans la conception et la vente de pneumatiques dans le monde et elle est aussi créateur d'innovation tout au long de son histoire. Le pneu radial, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pendant plus de 20 ans, Michelin, c'est la société Michelin qui a créé le pneu radial qui équipe quasiment 99% de nos bagnoles, que ça soit les transports, etc. Et c'est Michelin qui a créé. Après, ils ont perdu le brevet, il est tombé sur le domaine public et toutes les sociétés sont mis à copier le pneu radial. Et c'est pour ça que Michelin a su et pu profiter de cet avantage compétitif pendant pas mal d'années avant que ses concurrents arrivent sur le marché. Et elle se bat pour la première place en fonction des années avec le fabricant japonais Bridgestone, qui est le plus grand fabricant en termes de volume en 2024. La concurrence est-elle organique et maîtrisée? Ça c'est la 8e question. Ils se développent dans leur cœur de métier, ça c'est une bonne chose, que ce soit au niveau des pneus ou des produits polymères. Cependant, la croissance est légèrement en berne pour 2024. Certains produits sauvent les meubles et permettent de conserver des marges en hausse malgré la baisse du chiffre d'affaires. Attention, la pression sur les marges est forte et réelle depuis 2021, donc c'est quelque chose à surveiller. L'entreprise est-elle dépendante d'un client ou d'un fournisseur spécifique? Alors partiellement selon moi. Michelin a vu ses volumes de vente baisser par rapport à 2023. En 2024, le chiffre d'affaires est de 27 milliards contre 28 milliards en 2023. Et sur les 5 dernières années, la croissance laisse à désirer avec 2,4% par an en moyenne seulement. L'automobile représente 49% de son chiffre d'affaires avec 14 milliards.
le transport routier 26% avec 7,5 milliards et les ports linéaires représentent 24% sur le chiffre d'affaires avec 7 milliards d'euros. Les pays développés restent leur plus grande source de revenus. L'Amérique du Nord pèse dans la balance 39% et l'Europe quant à elle pèse 36% et le reste du monde qui englobe tous les autres pays 26%. Michelin est fortement exposé aux fournisseurs stratégiques qui peuvent dégrader leurs marges, que ce soit l'électricité, le caoutchouc, etc. C'est un facteur qui joue sur les revenus et la cyclicité de Michelin. La répartition est assez bonne selon moi entre les particuliers et le B2B, le business to business, à environ 50% selon moi. Le management communique clairement sa vision long terme. Alors, selon moi, oui, mais bon, c'est à prendre avec des pincettes comme toujours. Les rapports annuels fournissent énormément d'informations relatives à la vision long terme et les projets à venir, mais méfiance due à la cyclicité du secteur. Michelin prend le pari de redynamiser son marché clé, les pays développés, tout en augmentant son exposition aux marchés de niche comme l'Asie et l'Afrique avec des nouvelles usines qui vont produire du local to local. Donc ils vont s'installer avec des nouvelles usines sur place pour réduire les coûts. On passe à l'analyse concurrentielle, c'est le troisième axe. Alors la concurrence est-elle stable et rationnelle? Alors clairement pas. La concurrence est affreuse dans ce secteur. Énormément de concurrence asiatique avec des produits pas chers mais avec une qualité moins bonne mais assez suffisante pour séduire les petits portefeuilles. Tout le monde n'a pas énormément d'argent à mettre dans ces pneumatiques et c'est pour ça que la concurrence venant d'Asie est fortement sollicitée par les petits portefeuilles. Et les plus grands concurrents après l'Asie en général restent Goodyear, le producteur américain, et Bridgestone, le numéro 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'entreprise a une part de marché significative étant donné que c'est un des leaders mondiaux. Elle détient une part de marché significative avec environ 13,5% du marché, mais ne doit pas se reposer sur ses lauriers pour la garder, puisque le numéro 1 des ventes en termes de volume, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bridgestone, a une part de marché de 14% et la concurrence est énormément féroce. Y a-t-il des risques de disruption ou de substitution, Alors potentiellement, l'éventualité est à prendre en considération. Michelin peut se faire avaler par un concurrent malgré sa longue vie et les divers crises qu'elle a traversées. Qu'elle ait su garder une avance par le passé avec des brevets ne la protégera pas dans le futur, vu que le marché est extrêmement cyclique et en évolution perpétuelle. D'ailleurs, vous savez pourquoi Bibendum il est blanc? Tout simplement parce que le caoutchouc est issu d'une sève de plante, le caoutchouc. Et c'est juste qu'ils maintenant ils sont noirs parce que c'était dans les années 50 qu'on a ajouté du carbone pour augmenter la résistance des pneus. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus noirs. Mais à la base, les pneus, ils étaient blanchâtres, dû à la couleur de la sève du caoutchouc. On passe au quatrième axe, donc les mots, c'est sa durabilité. L'entreprise bénéficie des avantages compétitifs. Alors moi, j'en ai repéré deux essentiels. Michelin est un partenaire exclusif et fournisseur de premier ordre pour de nombreuses marques de luxe et de compétition sportive. Pour les contrats d'exclusivité de voitures, on peut citer notamment toute la gamme Bugatti, Porsche, Hyundai, les Ferrari F80, etc. Pour les compétitions sportives, le MotoGP, Moto E, le championnat FIA, les 24 heures du Mans et j'en passe. C'est un acteur majeur dans les compétitions automobiles avec plus de 1200 victoires avec les plus grands pilotes de l'histoire. Et petite précision, pour le MotoGP, ils arrêtent en 2027 puisque l'organisation voulait imposer un fournisseur exclusif pour les 4 catégories moto. Étant donné que c'est une de mes passions, vu que je suis motard, pour moi, je pense que Michelin, il a mal joué son coup parce que avoir en fait la compétition et le développement de pneumatiques au sein du MotoGP et du Moto E leur confère des avantages et là maintenant c'est Pirelli qui a récupéré le contrat si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai des liens et même peut-être je vous l'afficherai à l'écran les articles que j'ai pour lire, mais il faut savoir que les contraintes exercées sur les pneus pour transmettre toute la puissance, c'est lors des compétitions qu'on développe toute la R&D, tout ce qui touche vraiment au développement des pneumatiques et ce qui apporte vraiment une plus-value et une réelle valeur ajoutée aux connaissances que peut détenir Michelin. Donc avoir perdu ce contrat-là, pour moi, c'est un peu dangereux. Mais bon, ils ont déjà récolté énormément de data et ça, on va le voir un peu plus tard avec le développement de logiciels qui peuvent avoir surtout au niveau des ordinateurs. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer.
Et le deuxième mot que j'ai pu remarquer, Michelin dispose d'un véritable avantage concurrentiel au niveau du mode humain grâce à sa politique RH. En 2023, le groupe employait 132 000 personnes avec un taux de rotation faible de 2,4% contre 12 à 15% en moyenne dans l'industrie. Soulignons un fort engagement des employés. Et plus de 90% ont suivi une formation et 6300 mobilités internes ont été enregistrées, prouvant que la culture de l'entreprise est assez forte et axée sur la promotion interne. Michelin se distingue aussi par sa gouvernance avec 3,7% du capital détenu par les salariés, avec un taux de souscription qui a augmenté de 57% entre 2023 et 2024. Après, en 2021, ils ont fait tout un blabla autour du Fairwave, l'équité, transparence, machin, etc. Mais bon, ça, pour moi, c'est du violon. Je l'ai marqué, je vous le dis, mais chacun le prend s'il a envie de le prendre. Moi, voilà, pour moi, c'est juste un petit peu de violon. Existe-t-il des effets de réseau, brevets et des coûts de changement élevés? Alors, Michelin ne dispose pas d'avantages compétitifs sur les coûts et les changements élevés. Par contre, Michelin dispose d'un vaste réseau de distribution grâce à des partenaires franchisés comme Euromaster, Midas et des e-commerce comme Allopneu par exemple, qui couvrent l'ensemble des personnes qui se fournissent chez eux, que ce soit le B2B ou le B2C, donc directement aux particuliers ou les entreprises vers les entreprises. Et concernant les brevets, celui qui a attiré mon attention, c'est Wizamo. C'est un système développé par Michelin et ses ingénieurs qui permet d'équiper les bateaux de fret avec un voile rétractable qui permettra aux bateaux de moins consommer de carburant étant donné que je suis issu d'un peuple de navigateurs, vu que je suis portugais, je pense que cette technologie en fait a un réel potentiel, mais je dois surveiller dans les années à venir que la profitabilité de ce projet-là est cohérente et que je ne me laisse pas séduire par les biais issus de mon expérience et de ma nationalité. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller, même si je place un gros potentiel là-dessus. Et pour moi, il y a une vraie carte à jouer au niveau de cette technologie-là, un peu comme le pneu radial, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et est-ce que les modes sont visibles dans les chiffres? Alors non. Par souci d'honnêteté envers moi-même, les avantages compétitifs que j'ai repérés ne se voient pas trop dans les chiffres pour l'instant. Et voici une synthèse de toutes mes recherches et ratios personnels, parce que j'ai créé certains ratios qui me sont propres, qui ne sont pas disponibles sur d'autres sites ou d'autres screeners. C'est des ratios que j'ai créés moi-même. Donc c'est un pêle-mêle de tout ce que j'ai pu rechercher. Le pricing power dont disposait Michelin se dégrade et ça se voit. La marge opérationnelle augmente légèrement pour atteindre 9,7%, mais la concurrence est rude et par rapport à la médiane des 5 dernières années de 10,4%, la marge opérationnelle est légèrement plus faible. La qualité des actifs, selon moi, semble légèrement surévaluée. Les actifs incorporels ont une faible capacité à générer des résultats d'exploitation solides. Ça, c'est un ratio personnel que j'ai obtenu. Et la capitalisation de la recherche et développement, selon moi, me semble toutefois prudente. Les montants investis en R&D passent plus en charge qu'en activation en actifs incorporels. Alors, faut savoir que ce ratio-là, c'est un ratio qui m'est personnel. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire par rapport à ce ratio? Quand tu investis en R&D, si tu capitalises plus d'actifs incorporels qu'en charge, ça veut dire que tu fais de la manipulation comptable. Ça, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. C'est des choses que j'ai pu constater en lisant des livres, en faisant des recherches. Selon moi, lorsque tu as un bon développement de R&D, tu dois capitaliser en actifs incorporels, mais par contre, il ne faut pas que ça soit abusif parce que ça veut dire que tu fais de la manipulation comptable. Et là, ça me semble cohérent pour Michelin. Et je le fais pour toutes les sociétés que j'analyse. Et pour continuer dans la même veine, l'évolution des actifs incorporels et leur croissance est largement soutenue par des vraies dépenses de recherche et développement et des acquisitions. Là aussi, j'ai obtenu un ratio personnel. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard parce que j'ai peur de... Enfin bref, je me suis déjà fait copier 2-3 idées dans d'autres groupes privés où je suis. Un dernier point, le climat en France n'aide pas avec le surcroît de politique américaine. Faut savoir que mes convictions, si j'ai raison, elles se verront dans quelques années seulement. Les modes sont-ils menacés? Alors potentiellement, n'importe quel fabricant peut faire des pneus, mais Michelin a toujours su innover et garder une marge de manœuvre assez longtemps pour garder son avance, comme le brevet du pneu radial, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ou comme tous les autres fabricants qui l'ont copié derrière. Et récemment, il y a eu les pneus lunaires fournis sans air par Michelin à NASA pour l'exploration de la Lune et de la planète Mars, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches sur Michelin. Je trouvais ça assez marrant, du coup, je vous balance l'info. Le cinquième axe, c'est la solidité et la rentabilité. Alors, selon mon score de tri, elle est juste en dessous de la note que j'estime correcte. Elle a un score de 7. Michelin a des chiffres plutôt bons, mais avec quelques nuances à surveiller. N'oublions pas que c'est une société qui est très cyclique, malgré que la société souffre énormément des facteurs externes, malgré qu'une qualité de gestion et de business soit assez bonne, c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Et la pression fiscale et administrative française dégrade les marges par rapport aux coûts de production en Asie, notamment dû au coût du travail imposé aux sociétés et par extension aux salariés via des charges d'imposition en France. Et la deuxième conséquence qui se voit dans les chiffres, découle de la première, c'est la forte pression des fabricants à bas coût en Asie et d'une forme de concurrence déloyale causée par les politiques françaises. Michelin arrive à se conserver certaines usines en Europe, notamment en France pour les produits à haute valeur ajoutée, mais les fermetures d'usines de Vannes par exemple ne sont que le reflet de la politique castratrice entrepreneuriale de l'État français et ça se voit dans les chiffres récents. Concernant les free cash flow, ils sont positifs et stables, oui, mais attention, même s'ils sont stables dans le temps, pour la période 2024, le free cash flow s'établit à 2 milliards d'euros, qui est un gage de bonne gestion seulement en apparence, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller aussi. Malgré la légère baisse entre 2023 et 2024, il est réparti entre des investissements stratégiques et un pseudo-retour vers l'actionnaire avec un rachat d'actions et un joli dividende. Mais celui-ci, il a été boosté par l'émission de dette à long terme et la variation des opérations a baissé de 18% et celle issue des financements a augmenté de 66%. Donc c'est à surveiller. Je vous expliquerai aussi ça dans d'autres vidéos dès que j'ai le temps de vous en faire. Ne vous inquiétez pas. La dette est-elle faible et maîtrisée ? Alors oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses qu'il faut surveiller. La dette de Michelin reste maîtrisée avec un ratio de dette to equity, donc la dette sur capitaux propres de 39% et un ratio de couverture d'intérêt, combien de résultats opérationnels servent à payer les intérêts, de 26. Ça veut dire qu'elles ont 26 fois plus de résultats opérationnels que d'intérêts. Pour schématiser, c'est vraiment pour expliquer simplement. Et en 2024, l'endettement global net a augmenté de 1,5 milliard d'euros, divisé entre la dette court terme, la dette long terme, etc. La dette émise a été de 1 milliard, moins les remboursements effectués pendant la même période d'environ 177 millions et autres financements divers à crédit. Même si cela me semble cohérent avec les investissements à long terme, en termes relatifs de dette, la dette a augmenté entre 2023 et 2024 de 8,6%. Y a-t-il une dilution excessive avec les stock options? Alors légère, Michelin est une société qui mise sur son capital humain. La souscription au plan actionnarial à hauteur de 57% en 2024 par les salariés il y a une petite dilution, mais attention, c'est à prendre des pincettes parce que pour moi, ce n'est pas forcément une dilution au sens propre du terme. Je vois ça comme du skin in the game pour reprendre la définition de Taleb. Les actions diluées totales restent stables depuis 2017 vers les 700 millions d'actions en circulation. Et si cela peut me garantir des investissements, que les salariés restent dans la société et que ça fidélise et que ça rende la société pérenne, c'est ok pour moi. Les CAPEX sont-ils orientés vers la croissance plutôt que la maintenance? Ça c'est pareil, c'est un ratio personnel. Je vous expliquerai peut-être un de ces quatre. Les dépenses en investissement de Michelin, dit CAPEX, selon moi sont orientées vers la croissance. Selon mes calculs et mes analyses de bilan, l'appareil productif est amorti de façon cohérente tout en investissant légèrement dans la croissance future. Cependant, les investissements en CAPEX n'apportent pas une réelle augmentation de revenus en termes absolus pour 2024. Et ça, c'est dû à une mauvaise gestion ou le climat de la société où elle évolue. J'ai énormément de mal à déterminer d'où ça vient cette manque d'efficacité. Donc c'est quelque chose que je dois surveiller.
Le sixième axe, c'est la qualité du bilan, et la structure. Le ROAC est-il supérieur au coût du capital? C'est moyen. Les retours en capitaux investis, le ROAC, sont de 8,68% par rapport au coût du capital, que lui est de 8,34%. Donc c'est quasi nul. Michelin ne détruit pas de la valeur. Mais tout au long, comme on a vu tout au long de cette analyse, l'efficacité des investissements laisse à désirer. Les actifs incorporels sont-ils justifiés? Moyennement. Pour moi, les actifs incorporels sont légèrement surévalués. Toutefois, ils sont soutenus par de vrais investissements et des acquisitions et ils restent rentables, mais à des niveaux que j'estime pas assez corrects. J'aurais aimé voir des investissements légèrement plus rentables. Les stocks et les créances évoluent-ils en phase avec le chiffre d'affaires? C'est désynchronisé. Michelin améliore le taux de conversion de ses créances clients. Il les paye relativement plus vite ces dernières années. Cependant, les stocks grandissent légèrement entre 2023 et 2024 dû à la contraction du marché en général. Et l'entreprise a-t-elle des cadavres cachés dans le bilan? Alors non, Michelin, il n'a pas de cadavres cachés dans le placard à ma connaissance. Toutefois, comme toute multinationale, elle a des litiges avec les syndicalistes et quelques affaires avec d'ex-salariés, les ONG, etc. Comme toute multinationale qui peut avoir ce type de soucis. Le septième axe, c'est les dividendes et le rachat d'actions. Alors, l'entreprise verse-t-elle un dividende? Alors oui, Michelin verse un dividende stable depuis 25 ans et en croissance de 8% par an en moyenne depuis 5 ans. Pour un montant de 1,38€ par action en 2025, qui doit être voté là récemment. Quand je tourne cette vidéo, l'Assemblée Générale va arriver à grands pas et malheureusement je ne pourrai pas y aller pour poser des questions. Soit un rendement de 4,19%. Le rachat d'actions est-il significatif et pertinent? Michelin, comme précisé dans l'axe 5 de l'analyse, a gardé un nombre d'actions diluées stable d'environ 720 millions d'actions en circulation diluées. Et à l'exercice 2024, elle a diminué les actions ordinaires en circulation de 400 millions. Mais c'est à contrebalancer avec les actions émises pour les salariés qui ne sont pas disponibles et je n'ai pas réussi à trouver d'informations fiables là-dessus. Le capital est-il bien alloué? Pour moi, c'est moyen. Comme le montre l'analyse, le capital reste alloué de façon mitigée. Le dividende est correct. Ça, c'est quelque chose qui peut rassurer les investisseurs. Les rachats d'actions, il y a quelques points à surveiller et les investissements, selon moi, pourraient être légèrement plus rentables. Et les dirigeants agissent-ils comme des actionnaires responsables? Ça, c'était une petite crotte de nez pour tous les mecs qui disent qu'ils connaissent le management. C'est une question purement subjective à laquelle je ne saurais répondre car je ne suis pas dans leur tête et que le montant des actions privilégiées n'est pas disponible et que ni la gouvernance, on ne sait pas ce qu'ils possèdent réellement en actions ordinaires. Donc tous ceux qui prétendent avec des ratios connaître la gouvernance ou poser des questions, les mecs, c'est bon. Personne n'est dans la tête des dirigeants et il faut arrêter de croire que les dirigeants ils pensent aux petits actionnaires, ils pensent d'abord à leurs pommes. Le huitième axe, donc on va finir par la valorisation. La valorisation, selon ma formule personnelle, ça aussi c'est une formule que j'ai développée. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle a aucune valeur à part à mes yeux. Mais je vous donne le prix que j'ai obtenu avec parce que ça c'est ma ligne directrice, c'est quelque chose qui m'est propre. Selon ma formule de valorisation, Michelin vaut 44,93€, soit une décote de près de 45% par rapport au prix actuel de 31€ environ quand je tourne la vidéo. Sachant que j'intègre des marges de sécurité dans ma formule et que celle-ci n'est pas magique et que ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Le prix actuel est-il inférieur à la droite de régression? Alors selon la droite de régression, le prix actuel est aussi attractif avec une moyenne à 37€ pour une droite et contre 31 au cours actuel, soit une décote d'environ 19%. Et selon mon screener-wise, Michelin reste relativement sous-évalué par rapport à l'industrie au niveau de ses ratios. Et pour le site Investing que je vous affiche à l'écran, Michelin se paye relativement plus cher que son industrie. Pour finir cette vidéo avec une synthèse finale, si on regarde à côté de mon score de tri, la rentabilité, elle a obtenu 2/4, la structure de capital 3/3 et l'efficacité opérationnelle 2/3, ce qui lui fait une note de 7/10. C'est une valeur pilier
qui souffre du contexte actuel dû à son côté cyclique. Les chiffres sont bons, mais avec quelques défauts qui doivent être surveillés attentivement à l'avenir. Concernant la note fondamentale et la checklist, est-ce que la société est compréhensible? La société et le business sont compréhensibles, essentiels et avec des ventes récurrentes. Cependant, la concurrence est rude. Michelin doit miser sur l'optimisation des coûts et développer des technologies pour innover et gagner des parts d'un marché. Il y a un gros potentiel grâce à Wizamo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je dois surveiller à l'avenir que mes biais personnels ne m'induisent pas en erreur et le management est bon, mais la prudence doit rester forte car le côté skin in the game est réel chez les salariés, mais il n'y a pas forcément d'informations réelles sur les actions détenues par les dirigeants autres que les stock options, etc. La valorisation, selon moi, la décote reste acceptable. Comme je vous l'affiche à l'écran, le prix actuel lorsque je tourne est d'environ 31 €. Selon la droite de régression, elle est sous-évaluée. Selon ma formule aussi, pour moi, ça reste quelque chose d'acceptable. Et concernant mon intuition et narratif personnel, ça c'est uniquement mon point de vue subjectif, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je retiens de l'histoire de l'entreprise, les points forts en qui je fais confiance, la solidité du bilan, même s'il y a quelques petits défauts, les investissements qui sont soutenus par des réelles dépenses, le capital humain et leur image mondiale, ainsi que les brevets comme Wizamo qui peuvent développer un gros potentiel de gain à long terme. Les points qui me font un tout petit peu douter, la concurrence féroce, une légère surévaluation des actifs intangibles, une augmentation du free cash flow, le flux de trésorerie pour les Français, via l'émission de la dette nette et la non-disponibilité des vrais montants détenus en actions ordinaires des dirigeants et une faible rentabilité des capex par rapport à la croissance des ventes. Et mon niveau de conviction, il a baissé par rapport il y a 6 mois en arrière, voire même 1 an lorsque j'ai commencé à intégrer Michelin. Avant j'étais sur du 4 voire 5 sur 5, là ça a baissé à 3,5 sur 5, donc c'est quelque chose que je vais surveiller parce que je vais continuer à renforcer légèrement. Je vais plutôt axer mes investissements sur d'autres sociétés. Je vais atteindre la position initiale que j'avais prévue, c'était entre 5 et 10% dans mon portefeuille. Je regarderai un plan de sortie ou une revue dans 12 mois lors des prochains rapports annuels, même si je vais continuer à surveiller aussi les rapports trimestriels. Mais je dois surveiller cette action parce que même si j'ai des fondamentaux qui sont alignés avec ce que j'ai pu lire, la croissance, même si moi elle peut repartir à la hausse avec certains brevets, je dois quand même faire attention à que mes biais ne soient pas trop forts par rapport au réel gain dans le futur de Michelin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésite pas à partager avec tes amis investisseurs. Mets un like. Dis-moi ce que tu en penses de la société Michelin dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Et attention, par contre, je te précise juste une dernière fois, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Vous êtes libre d'investir où vous voulez et vous devez être maître de vos investissements. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiago. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter du bonheur. Ciao les potes.